En fait, le sujet stress énergétique reste un sujet beaucoup plus difficile que le sujet changement climatique. Aujourd'hui, c'est très clair que c'est un sujet beaucoup plus difficile. Alors, il y a plusieurs raisons à ça j'ai fini par les identifier. La première, c'est que le débat climatique, il se fait sur la base d'une information qui est totalement publique. C'est-à-dire que l'état de l'art sur la science climatique, etc., tout ça est en libre accès. C'est des publications scientifiques, alors c'est compliqué à comprendre, il faut un gros cachet d'aspirine des fois pour y arriver, mais c'est public. Le GIEC, du reste, ne fait que synthétiser de l'information publique. Dans le domaine énergétique, l'information qui a de la valeur est essentiellement de l'information privée. L'information qui est publique, c'est l'information sur les réseaux électriques. On parle beaucoup de ça du coup dans le débat. Mais l'information sur le potentiel de production future en ce qui concerne les capacités, les possibilités géologiques sur les combustibles fossiles, c'est que de l'information privée. Alors dans le pétrole, il y a des agrégateurs mondiaux. Dans le gaz, il y a des agrégateurs mondiaux. Dans le charbon, il n'y en a même pas. Les quelques personnes que j'ai fréquentées dans le charbon en France, ils ont pas du tout le même avis sur le potentiel de production future géologiquement possible. Donc, j'ai jamais réussi à avoir un avis consensuel là-dessus, alors que le pétrole et le gaz, j'y suis arrivé. Donc voilà, donc c'est vraiment la preuve que c'est. Donc le débat énergétique, enfin le débat sur la limite physique de la ressource sur le plan énergétique, c'est des informations, pour la collectivité, c'est des informations qui ne sont pas publiques. Et comme les informations ne sont pas publiques, le débat public a beaucoup de mal à prendre place. Et c'est la raison pour laquelle, alors que l'évidence est là sous nos yeux, c'est-à-dire que ça fait effectivement 10 ans, plus de 10 ans, pardon, que la contraction, que l'Europe est en contraction subie sur les combustibles fossiles. Donc en fait, on refuse de voir cette réalité tout simplement parce que, comme les informations ne sont pas publiques, il n'y a pas de débat. Alors, l'approvisionnement européen, les informations sont publiques. Il n'y a pas de problème. Le pétrole qui est consommé par les Européens, ça c'est tout à fait public. Pardon ? Le gaz aussi. Et le gaz aussi, le charbon aussi. Mais comme on n'a pas les informations publiques sur qu'est-ce qu'on pourrait avoir plus tard, et est-ce qu'on sera limité par les ressources, est-ce qu'on sera limité par notre volonté de faire baisser les émissions, est-ce qu'on sera limité par encore autre chose, eh bien c'est très difficile. Les ressources métalliques, c'est le même problème, c'est-à-dire que les données qui permettent d'avoir le débat ne sont pas des données publiques. Et donc on navigue entre les évolutions de l'US Geological Survey qui pense A, tel professionnel du secteur qui est allé regarder la mine de machin qui pense B, etc. Enfin voilà. Question Internet. Pourquoi ne parlez-vous jamais des solutions telles que les batteries à béton gravitaire ou à air comprimé, entre parenthèses, qui régleraient le problème du stockage de l'énergie solaire, ou encore des centrales à pyrolyse des déchets ou de l'énergie marémotrice? Alors je parle de temps en temps de tout ça. J'en parle pas beaucoup parce que quand on fait les calculs, on se rend compte que c'est des solutions qui ne sont pas à l'échelle ou que c'est des éléments qui ne sont pas à l'échelle. Donc en gros, s'en occuper ou pas s'en occuper, ça. L'air comprimé, c'est quelque chose qui est extrêmement peu dense par unité de volume en termes de stockage d'énergie. Donc en fait, ça demande beaucoup de matériaux pour stocker peu d'énergie. Ça procure des stockages, c'est des stockages qui procurent peu d'autonomie quand on s'en sert. Le béton gravitaire, en fait, c'est les volants d'inertie dans lesquels on stocke de l'énergie. Alors ça, c'est des choses qui sont déjà employées parce que ça permet d'obtenir des très grandes puissances en très peu de temps quand on freine le volant. Par contre, ça emmagasine très peu d'énergie au total parce que l'énergie mécanique, d'une manière générale, c'est des stockages d'énergie qui sont très faibles. Hein, voilà. La pyrolyse, ça existe déjà, la gazéification du bois, ça existe, sauf que on perd 50% de l'énergie initiale au passage, donc c'est quelque chose déjà qui se fait, et ça permet d'obtenir du gaz, voilà. Et la dernière question... Marémotrice. Et l'énergie marémotrice, ça existe déjà. On a une usine marémotrice dans la Rance, en France, et la Rance, c'est un endroit où il y a 10 à 12 mètres de marnage, c'est-à-dire entre marée haute et marée basse, il y a 10 à 12 mètres. Et des endroits, et malgré cette différence extrêmement importante, puisque 10 à 12 mètres de différence entre marée haute et marée basse, à part dans la Manche, on a ça nulle part ailleurs, hein, cette usine, elle fait de mémoire 250 mégawatts sur un parc de production, donc 0,25 gigawatts sur un parc de production pilotable français qui fait pas loin d'une centaine de gigawatts. Donc voilà, donc c'est intéressant d'en avoir. Et il y a 2 endroits au monde où il y a des marnages très importants, c'est la Manche et la baie d'Hudson. Donc on peut en faire. En France, on n'aurait pas d'autre endroit où en faire, hein, parce qu'il faut un estuaire de rivière pour ça, et on a pris le sol qui existait. Donc, Question Internet. Que pensez-vous de l'hydrogène blanc? Alors j'ai fait un petit calcul, pardon, sur la... Alors l'hydrogène blanc, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que l'hydrogène, maintenant, il a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. L'hydrogène blanc, c'est celui qui est natif sous terre
et qui se forment sous terre par des réactions entre de l'eau et des roches qui contiennent du fer. Sauf que ces processus de formation sont très lents et les quantités produites sont très faibles. On n'a pas découvert un super gisement en France, là? Et alors en Alsace, le gisement qu'on a découvert, d'après ce que j'ai compris, c'est de l'hydrogène dissous dans l'eau. Donc l'hydrogène qui se forme dans le gisement, sous terre, se dissout dans l'eau. Et les concentrations en hydrogène dans l'eau sont telles, ou plus exactement sont tellement faibles, que simplement pour obtenir la quantité d'énergie qui aujourd'hui fait avancer les camions français, il faudrait extraire 5 milliards de tonnes d'eau par an du gisement alsacien. 5 milliards de tonnes, c'est plus que le poids de pétrole qu'on extrait sur l'ensemble de la planète chaque année. Il n'y a pas de quoi faire tourner la tête, quoi. Je pense qu'il y a de quoi faire un petit investissement de capital risque pour quelqu'un qui aurait envie de prendre un pari. Il y a probablement de quoi faire avancer quelques bus à Strasbourg, mais voilà. Bonsoir, les hypothèses de scénario RTE ont été réévaluées. Est-ce que vous soutenez le projet TerraWater et ces hypothèses vers lesquelles, selon RTE, se rapprochent? Oui, alors... TerraWater. TerraWater, c'est un scénario qui a été mis au point par une association qui s'appelle Voix du nucléaire et qui est un scénario dans lequel le système cible, le système électrique cible à terme, c'est un système dans lequel on a des centrales nucléaires et des stations de pompage. Alors le scénario, il passe par une phase intermédiaire où on construit en même temps des éoliennes, surtout offshore, et des stations de pompage. Donc des stations de pompage, c'est des barrages réversibles. C'est des barrages avec un lac à l'amont, un lac à l'aval, et l'eau circule entre les deux, et c'est un moyen de stocker l'électricité. Quand on a de l'électricité, on pompe l'eau à l'amont, et quand on a besoin d'électricité, on la turbine vers l'aval. On peut être aidé avec les panneaux solaires, d'ailleurs. Pardon ? On peut être aidé pour faire remonter l'eau par les panneaux solaires. Ou par des éoliennes, ou par ce qu'on veut. Bon, et alors, hamster. Le hamster, c'est pas très efficace. Il en faut beaucoup. Et alors, dans le scénario TerraWater, donc, on a une hypothèse de consommation électrique, qui est ce qu'elle est, un peu supérieure à ce qu'il y avait dans les scénarios RTE. Et par ailleurs, on a la présentation d'un scénario dans lequel on a à court terme des stations de pompage et des renouvelables en plus. Le temps qu'on commence à déployer de manière accélérée des réacteurs nucléaires, dont pour partie des réacteurs de 4e génération dans quelques décennies. Et à terme, on ne remplace pas les éoliennes. Donc on les laisse arriver en fin de vie. Quand elles arrivent en fin de vie, on les démantèle. Et le système après est un système mixte nucléaire, hydroélectricité réversible. Et la flexibilité est assurée par l'hydroélectricité réversible. Donc en gros, le nucléaire fait la base, on module un peu quelques centrales nucléaires, et c'est voilà. Sur le papier, c'est pas con. Enfin, en tout cas, c'est pas con au sens de ça mérite qu'on regarde. Faut pas qu'il y ait de sécheresse, quoi. Voilà. Alors non, il ne faut pas qu'il y ait de sécheresse telle qu'on n'ait plus le lac Léman qu'on puisse turbiner dans la vallée de dessus. Mais oui, c'est clair que si on n'a plus d'eau du tout, ça ne marche pas. Non. Cela étant, si on n'a plus d'eau du tout, les centrales nucléaires ne marchent pas non plus. Et si on n'a plus d'eau du tout, on a quand même un tout petit problème pour nourrir la population française. Et donc, on n'a pas d'ouvriers pour installer les éoliennes non plus. Donc, en fait, si on n'a plus d'eau du tout, on est mort, globalement. Que pense-t-il du carburant synthétique neutre en carbone développé par, je ne sais pas si on a le droit de citer la marque, Porsche? Ah, alors, je n'ai pas regardé dans les détails. De toute façon, un carburant neutre en carbone, ça n'existe pas. Non, mais ça existe. C'est Porsche qui dit que oui, c'est oui, parce qu'aucun produit, parce qu'aucun produit. Sûr de ton coup là. Je suis sûr de mon coup qu'aucun produit n'est neutre en carbone. Dire qu'on a un produit neutre en carbone, ça voudrait dire que la production de ce produit peut continuer dans un monde dans lequel on met des contraintes massives sur les émissions de gaz à effet de serre, parce que s'il est neutre en carbone, il n'est pas concerné par le problème. Est-ce que c'est vrai? À l'évidence, non. Si je mets des contraintes massives sur les émissions de gaz à effet de serre dans le monde, je change tous les processus de production partout et tout le temps, y compris le processus de production du carburant neutre en carbone. Voilà. En fait, ça, c'est un truc qui est du marketing, fait pour donner bonne conscience à des gens qui achètent des voitures qu'ils ne devraient pas acheter. Pensez-vous qu'une sortie par le haut pourrait être possible grâce à l'innovation technique, notamment la séquestration du dioxyde de carbone, hypothèse déjà émise dans les accords de Paris? Ah non, c'est pas fini. Ne me coupe pas la parole. C'est que des questions de mecs, ça. C'est pas vrai. Il y a des femmes qui viennent de poser des questions qu'on m'a posées là. Je ne sais pas si c'est un... Parce que quand je fais une conférence, il n'y a que les mecs pour poser des questions sur la technique. C'est vrai. Oui. Ça, c'est à faute du formatage de l'éducation. Donc, la suite de la question, ça t'intéresse pas?
Si. Qu'est-ce que je pense de la capture et séquestration du carbone? Séquestration du carbone, hypothèse déjà émise dans les accords de Paris dans lequel des milliardaires investissent, Bill Gates et Elon Musk, et dans laquelle plusieurs sociétés émergent, par exemple Oxy et Daquan Airbus y a acheté 400 000 tonnes de crédit carbone. C'était une question de mec. Alors, il y a 2 processus de capture du carbone. Il y a un processus qu'on appelle le Direct Air Capture, en bon français dans le texte, qui consiste à essayer de retirer le dioxyde de carbone directement de l'atmosphère. Le dioxyde de carbone, il est présent à 0,04% dans l'air. L'air est un milieu extrêmement peu dense. Du reste, c'est tellement peu dense que si j'agite les bras, je ne vole pas. C'est très peu dense. Et donc, elle est récupérée. Refais ça, s'il te plaît. Ouais. Et donc, non, je peux passer pour une andouille une fois, mais pas deux. Et par ailleurs, c'est une molécule qui est chimiquement inerte, le dioxyde de carbone. Aller récupérer une molécule qui est chimiquement inerte, présente à 0,04% dans un milieu peu dense, le rendement énergétique du truc est tellement dégueulasse que, en fait, j'avais fait un petit calcul d'ordre de grandeur qui est que si on voulait utiliser ce genre de dispositif pour récupérer le CO2 qu'on met dans l'air tous les ans, il faudrait qu'on y consacre en première approximation toute l'énergie mondiale. Toute l'énergie ne servirait qu'à récupérer le CO2 qu'on met dans l'air avec l'énergie, ça serait merveilleux. Alors il y a des gens qui disent, mais on va quand même en avoir besoin de ce truc-là pour respecter la partie finale des scénarios de type accord de Paris, parce qu'un truc qu'il faut bien voir, c'est que dans les scénarios 1,5 degrés et même 2 degrés, il y a une phase transitoire de dépassement de cette température au milieu du siècle. Puis derrière, avec nos petits bras musclés, on fait ce qu'il faut pour retirer du dioxyde de carbone de l'atmosphère, en net. C'est-à-dire que non seulement on a des activités qui n'émettent plus un gramme de CO2, mais en plus une partie de la nouvelle énergie qui n'émet pas un gramme de CO2 est utilisée pour retirer du dioxyde de carbone de l'ancienne partie énergétique de l'atmosphère. Je suis extrêmement sceptique quant au fait que ce genre de truc puisse trouver un jour son cadre physique, économique. J'y crois pas vraiment. Donc le Direct Air Capture, pour le moment, ça séduit quelques personnes qui vendent du rêve à quelques capital risqueurs qui ont mis quelques sous dedans. Mais si je suis un peu cash, c'est pas du tout une priorité. Je pense que ça restera un gadget. Et je pense que dans le degré que quand on atteindra le degré de désorganisation vers lequel on se dirige dans quelques décennies, ça fera partie des solutions. Qu'est-ce que je fais si j'investis mon propre argent pour retirer du CO2 de l'atmosphère? C'est que je rends service à l'ensemble de la collectivité. Est-ce qu'on va encore trouver de l'argent pour faire ça dans un monde dans lequel il va y avoir une compétition accrue pour les ressources? J'y crois pas. Donc je crois qu'on va pouvoir faire des choses qui me rendent service à moi. Et en fait, il faut mettre en œuvre toutes les solutions qui me rendent service à moi en même temps que ça rend service à la collectivité. Donc si je convainc les Français de faire un peu plus de vélo et un peu moins de bagnole parce que ça leur rend service à leur santé, à la pollution locale et à leur porte-monnaie, j'ai une petite chance d'y arriver. Et pourquoi tu ne veux pas leur proposer de faire une préparation militaire, de se préparer au maniement des armes pour aller faire la guerre aux petits copains qui ont encore des ressources? Parce que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, parce qu'on ne sécurise pas un flux lointain de ressources uniquement par les armes. Ça marchait un peu au temps des colonies, mais maintenant, ça ne marchera plus. Donc, les procédés de capture directe dans l'air, le rendement énergétique est tellement mauvais que je pense qu'on n'en fera jamais quelque chose de très significatif. Le deuxième processus qui est envisagé également, c'est capturer le CO2 en sortie d'installations de grande combustion, centrale à charbon, centrale à gaz, aciérie, etc. Un pot catalytique à CO2, c'est ça? C'est pas vraiment un pot catalytique. Ça l'attrape avec ses petites mains. Ouais, enfin c'est un processus d'absorption par des amines et de désorption derrière en chauffant les amines. Voilà. Mais donc ça consomme de l'énergie. Et ça dure longtemps ce type de dispositif? Ça nécessite beaucoup d'entretien? Ça nécessite de recycler, de réalimenter le liquide absorbant là, qui s'appelle des amines. Ça nécessite d'en remettre périodiquement parce qu'il y en a une partie qui se dégrade de façon continue. Donc ça demande un peu d'industrie chimique derrière. Non, ça ne coûte pas très cher, mais ça demande un peu d'industrie chimique derrière. Et derrière, le CO2 qu'on a récupéré, on l'enfouit sous terre. Alors, non, mais c'est un truc qui fonctionne à petite échelle. On peut l'enfouir soit dans des gisements d'hydrocarbures épuisés, soit dans des aquifères profonds, salés. Par exemple, il y en a plein sous la mer du Nord, donc on pourrait le mettre dedans. Mais c'est un processus qui demande de l'énergie et qui fait perdre en gros plusieurs dizaines de pourcents de l'énergie utilisée dans le site où on capture le CO2. Donc on va faire de la craie sous la mer du Nord, c'est ça? C'est une manière de dire ça. Mais sauf que si on fait ça, on ampute la production du site où on capture le CO2 de 20 à 40%.
Voilà. Donc c'est ça le frein majeur au déploiement à large échelle de ce dispositif. Les économistes ont dit que ça coûte 80 € la tonne de CO2. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'on ampute de 20 à 40% la production du site concerné.